Ok, bah, merci beaucoup. Bienvenue effectivement à cette présentation intitulée À la découverte des tests automatiques. Pour préciser un peu l'axe qu'on s'est donné, c'est vraiment découvrir ce qu'est un test automatique et les enjeux des tests automatiques. Donc j'ai bien entendu qu'il y avait des questions sur les différents types de tests, quand est-ce qu'on peut les mettre en place, les avantages et les inconvénients. En fait, on a fait le choix de ne pas aborder pour l'instant tout ce qui est TDD, BDD, parce que ne serait-ce qu'en une heure, c'est trop court pour montrer ce qu'est un test auto. Mais on va garder ces sujets-là et on va essayer de laisser un peu de temps sur les questions-réponses si vous êtes intéressé. Donc on est parti du principe de personnes qui ne, finalement en avaient peut-être un peu entendu parler mais n'avaient pas vraiment mis en application. Deux parties dans cette présentation. Une première, on va, je pense, préciser les enjeux et c'est quand même extrêmement important de savoir pourquoi on fait des tests automatiques et puis éventuellement définir rapidement ce que c'est. Et puis dans un deuxième partie, on va faire du live coding. Alors on a triché sur notre live coding. Pour le bien de tous, on a enregistré notre code source et on va faire de l'avance rapide parce que si on écrit caractère par caractère, ça va être beaucoup trop long. Et du coup, on va élaborer ensemble des tout petits logiciels pour illustrer le principe des tests automatiques. On est toujours parti du principe que le plus dur, c'est d'écrire le premier test automatique. Et ça, on le voit sur le terrain. C'est dur parce que c'est compliqué d'un point de vue conceptuel. C'est une nouvelle pratique de développement. Et puis, c'est aussi compliqué parce que dans le contexte dans lequel on est, dans le contexte technologique, quels outils je vais choisir, quel framework, il peut y avoir comme ça des périodes un peu d'études, ce genre de choses. Et du coup, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en place un test automatique demain sur votre code source, sans outils, sans framework, de manière très pragmatique et directe avec à peu près n'importe quel langage de programmation. Petit rappel historique, 4 juin 1996, nous nous sommes payés le plus beau spectacle pyrotechnique avec le premier lancement d'Ariane 5 qui, au bout de 30 secondes, est parti en fumée, au sens littéral du terme. Et Ariane 5 fonctionnait parfaitement. Et ils ont mis dans Ariane 5 un composant d'Ariane 4 qui fonctionnait parfaitement. Et les deux n'étaient pas compatibles. Donc Ariane 5 a explosé, le vol 501, le premier vol d'Ariane 5. Petit bug informatique qui a coûté la modique somme de 720 millions de dollars, je crois. Et en fait, c'est une régression. C'est quoi une régression? C'est un truc qui fonctionnait, le composant d'Ariane 4, il fonctionnait depuis très longtemps. Et puis ce composant qui fonctionne quand on le met dans un autre contexte, il ne fonctionne plus. Comment est-ce qu'on aurait pu éviter ça? On aurait dû tout retester, absolument tout retester. C'est-à-dire non seulement tester tous les composants d'Ariane 5, mais aussi retester le composant d'Ariane 4 qui avait toujours fonctionné. Et c'est toute la problématique d'une régression, c'est qu'une régression, par nature, on ne peut pas prédire où elle va avoir lieu. Et comment je peux le démontrer facilement? C'est que si on était capable de prédire où auront lieu les régressions, on n'en ferait jamais. Parce qu'on dirait quand je modifie là, ça a tel et tel et tel impact, donc il n'y aurait pas de régression. Le fait qu'il y ait des régressions prouve qu'on n'est pas capable de savoir exactement quand on fait une modification tous les impacts que ça va avoir ou les effets de bord. Autre exemple de régression, alors qui est issu de mon expérience personnelle, il fut une époque où je travaillais sur l'édition d'une suite collaborative et on avait mis en production un module de chat. Donc on avait mis en production et puis le lendemain matin on arrive et on voit le support téléphonique qui est en feu. On passe une tête dans le bureau des gens du support, on leur dit qu'est-ce qui se passe? Ils disent il y a le module de réservation des rendez-vous qui ne fonctionne plus. Et en plus un truc complètement alambiqué parce que c'était sur un seul navigateur, c'était une fenêtre qui était trop grande, les gens ne pouvaient plus cliquer dessus, quoi. Bref. Et nous on avait mis un module de chat qu'on avait parfaitement testé. On n'avait pas touché au module de réservation de réunion. Donc forcément nous sommes passés fiers comme des développeurs. Nous avons continué notre chemin, nous sommes allés réfugier dans notre bureau, et puis dans la journée, quand même, les gens du support sont venus nous voir en nous disant « Eh, vous êtes gentils, mais il y a peut-être un lien avec votre mise en production. » Et en fait, il y avait une méthode JavaScript qu'on avait employée dans le chat qui était aussi utilisée sur un navigateur et qui posait le problème. C'est une régression, on ne pouvait pas l'anticiper,
La seule manière d'éviter la régression, c'est de rejouer l'intégralité des tests. Alors forcément, rejouer l'intégralité des tests depuis le début d'un projet, là, le logiciel en question avait plus d'une décennie de développement derrière lui. Donc quand vous devez réexécuter une décennie de tests, vous avez un petit problème. Mais même sans aller jusque-là, prenons un cas d'école, on commence un projet tout beau, tout neuf, on développe pendant une semaine et on se dit le vendredi après-midi, on va faire des tests. On va tester tout ce qu'on a développé. Et puis on met en production. Bon, pas le vendredi après-midi, le jeudi soir. Ok, donc on a pris une demi-journée pour faire nos tests. La deuxième semaine, et la question va s'adresser à vous, la deuxième semaine, combien de tests devez-vous faire en durée? Je vous ai réveillé? Une deuxième demi-journée. Une journée. Ouais, deux demi-journées. Une demi-journée pour la première semaine de test, de développement, et une demi-journée de test pour la seconde semaine. Et donc, au bout de 10 semaines, à chaque fois que vous modifiez une virgule, vous avez 10 demi-journées de test à faire. Donc, en fait, on ne peut plus du tout développer. Et donc, on va être confronté à un choix. Soit on arrête de faire des tests, d'accord, et on y va, waouh, on met en production, on croise les doigts. Normalement, il n'y aura pas de régression, jusqu'au jour où il y en aura. C'est juste une question de temps. Quand on pratique le métier suffisamment longtemps, il y a un moment, ça arrive. Soit on se dit, on va pas pouvoir mettre en production. Et donc, ce qu'on va proposer à nos clients ou imposer à nos clients, c'est de mettre en production moins souvent. Donc, par exemple, de mettre en production une fois par an. On va se dire, tous ces tests-là, on va les rejouer une fois par an. Donc, pour résumer, on va avoir le dilemme entre soit livrer du caca, soit livrer pas souvent. Alors, quel est le choix qu'elle fait? Le plus souvent, c'est le pire des deux. C'est-à-dire qu'on va livrer pas souvent du caca. Voilà. Et grosso modo, l'absence des tests automatiques, c'est ça. L'absence des tests automatiques, c'est qu'on va retarder les livraisons pour refaire les tests parce que les tests, ça coûte cher. Et d'un autre côté, on ne va pas tous les refaire. Donc, il y a deux enjeux fondamentaux sur les tests automatiques. Le premier, c'est bien entendu un enjeu de qualité, mais ça, on y pense de prime abord. Et il y a surtout un enjeu sur la fréquence des livraisons, la fréquence du mise à jour de logiciel. On est exactement dans la même démarche que l'intégration et le déploiement continu. On va vouloir automatiser tous nos tests pour livrer très souvent. Je ne reviendrai pas sur tous les avantages de livrer très souvent, mais il y en a énormément. Bien entendu, il y a un avantage en termes de coût, puisque quand les tests sont automatisés, on n'a plus besoin de les exécuter à la main. Il y a un avantage en termes de confiance des développeurs. Sur un projet, quand il y a 1500 tests automatisés, on n'a pas du tout la même confiance quand on va faire une mise à jour que quand il y en a zéro. C'est une évidence. Et puis, l'enjeu fondamental est celui qu'on oublie un peu. Alors, je vais vous mettre dans le contexte pour bien le saisir. Admettons qu'on doit récupérer au sein d'une équipe de développement un logiciel qui a été développé par une autre équipe de développement. Il y a 5 personnes, ils ont codé pendant 4 ans. Nous, on n'a jamais développé sur ce logiciel-là. On récupère le logiciel. Notre crainte absolue, quand on va faire des modifications dedans, c'est de tout casser. Et en fait, on se dit, c'est notre ignorance du logiciel qui fait qu'on a peur de tout casser. Mais c'est surtout l'absence de tests automatiques. Parce que si on récupère un projet ancien et qu'il y a des milliers de tests automatiques, on ne va pas avoir peur de tout casser. Et donc, en fait, si on n'a pas de test automatique, et là encore, c'est qu'une question de temps, à un moment, on va dire à notre client, finalement, ça coûterait moins cher de tout redévelopper. La fameuse phrase. Là, on est au summum de la dette technique, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus du tout notre code source. Le truc est trop ancien, ça nécessiterait de tout redévelopper. Et quand on a du test automatique, on va pouvoir maintenir notre code dans le temps. On va écrire un code qui va être pérenne, qu'on va pouvoir remanier. Et c'est vraiment l'enjeu d'avoir des tests automatiques, c'est d'avoir du code qu'on peut remanier. Souvent on parle de legacy code, en disant que du legacy code, c'est du code très ancien, dans lequel on a peur d'intervenir. En fait, il y a une petite blague dans le monde du craft qui dit du legacy code, c'est une fonctionnalité qui n'a pas de test automatique.
C'est-à-dire qu'on peut avoir écrit une fonctionnalité aujourd'hui, s'il n'y a pas de test automatique associé, il suffit d'attendre et un jour, on ne pourra plus la maintenir. C'est juste une question de temps. Il y a des personnes qui vont partir, ou soi-même, quand on a développé une fonctionnalité, au bout d'un certain temps, on a oublié des choses. Et donc, une fonctionnalité, même si elle a été écrite la veille, si elle n'a pas de test automatique, c'est du legacy code en devenir. Il faudra juste attendre et ça va éclore comme du legacy code. Et donc, en fait, le gros enjeu des tests automatiques, c'est avoir du texte pérenne. Donc, pour récapituler, les enjeux des tests automatiques, premièrement, c'est d'éviter les régressions, ça c'est une évidence. Secondement, c'est de faire des mises en production très souvent, et ça, on a tendance à l'oublier. Troisièmement, ça permet aux développeurs de travailler en toute confiance. Quatrièmement, ça limite considérablement les coûts des mises à jour du logiciel. Et cinquièmement, ça nous permet de développer du code pérenne qu'on sera capable de modifier dans le temps. Voici pour les grands enjeux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé. Je vais juste prendre 2 minutes pour après avoir précisé ça, préciser un peu ce qui va suivre. On vous l'a dit, on va vous montrer du live coding. On était dans un format initial d'1 heure, on a 3/4 d'heure, donc il est possible qu'on avance très rapidement certaines parties. Donc Julien va vous montrer ça. Et comme indiqué, le premier objectif qu'on s'est donné, c'est montrer comment, dans du code existant, sans aucun framework spécifique, sans aucun outil spécifique, je vais pouvoir mettre en place le premier test automatique. Et puis après, dans un second temps, on fera des choses un peu plus élaborées. Et si on a du temps sur les questions-réponses, on répondra bien entendu à toutes les questions sur l'arbitrage entre le BDD, le TDD, les tests d'intégration et tous ces aspects-là. Voici pour cette première partie. Merci Frédéric. C'est à toi. Hop, du coup, je vais partager mon écran pour que tu l'aies. Hop. Alors, donc la première application qu'on va prendre pour cette démo, ça va être, on va prendre 2 applications différentes, mais la première qu'on va prendre, ça va être une application sur l'indice de masse corporelle, l'IMC. En fait, on va faire un petit logiciel tout simple qui prend 2 paramètres. L'utilisateur rentre sa taille en mètres et son poids en kilogrammes, et le logiciel lui retourne son indice IMC. Donc jusque-là, c'est relativement simple. La formule de calcul est aussi très simple, c'est le poids divisé par la taille au carré. Et le client nous demande d'arrondir la valeur pour que plus de lisibilité. Donc là, sur la gauche de l'écran, vous voyez un tableau d'IMC. Donc en fait, sur la gauche du tableau, vous avez la taille en mètres, et sur le haut, vous avez la masse en kilogrammes. Au croisement des deux, vous avez l'IMC. Voilà. Donc, on a une petite application. C'est une simple définition de fonction. Donc on est en Python. Peu importe le langage, il y a très peu d'importance, parce que vous allez voir qu'on va rester sur des choses tellement basiques que c'est applicable dans quasiment tous les langages. Donc là, on a la définition d'une fonction qui s'appelle IMC, qui prend 2 arguments, enfin 2 paramètres, la taille et le poids, et qui nous retourne l'arrondi du poids divisé par la taille fois la taille. C'est vraiment pas compliqué. Si je veux savoir si l'implémentation de cette fonctionnalité est bonne, à ce moment-là, il va falloir que je prenne des cas de test. Hop, donc là, petite avance rapide. Et donc, on va prendre 3 jeux de valeurs. Et on va regarder ce que nous produit la fonctionnalité et est-ce que ça correspond à notre tableau. En gros, c'est ça. Donc on voit sur la ligne 4 qu'on fait un affichage sur la sortie standard de l'appel de la fonction IMC pour 1m70 et 75 kg. Et ensuite, on a la même chose pour 1m90, 80 kg, 1m65 et 55 kg. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je lance mon fichier? J'obtiens 3 valeurs, 26, 22 et 20. Donc 26 pour le premier cas. Donc là, si je veux vérifier si ma fonctionnalité est bien implémentée, je vais prendre mes valeurs d'entrée, à savoir 1m70, 75 kg, et je vais vérifier que dans mon tableau, c'est bien un IMC à 26. Donc là, il faut me faire confiance, mais ça donne la case qui est ici, et c'est bien 26. Donc là, c'est plutôt bon signe. Et je vous rassure, pour les autres, c'est bon aussi, je vous ai entouré en rouge, et effectivement, on tombe bien au bon endroit. Donc je vous laisse me faire confiance, parce que le tableau est tout petit, mais voilà. Dans l'idée, on vient de faire un premier test. Alors, n'hésitez pas à me dire si jamais vous ne voyez pas. On vient de faire un premier test un peu manuel, dans le sens où il a fallu qu'on... de nous-mêmes, on aille rechercher dans le tableau. Donc là, on imagine sur 3 tests, ça se fait assez bien. Si on en a 1000, on imagine que le temps est bien plus élevé que ce qu'on vient de faire. Donc, on va essayer d'améliorer ça et on va essayer de faire une sortie
un petit peu plus clair, parce que là, en fait, la sortie standard ne nous dit pas si la fonctionnalité est bien implémentée, mais nous donne directement les valeurs. Hop, et donc, on avance, et là, on va passer sur une forme conditionnelle. Donc, j'ai commenté volontairement les 3 lignes de sortie, et on voit à partir de la ligne 8, en fait, la nouvelle manière qu'on décide de faire, hein, l'amélioration, où on voit un simple if. Si 26 est égal à l'IMC pour 1m70 et 75 kg, dans ce cas-là, j'aurai sur la sortie standard test OK. Sinon, j'aurai sur la sortie standard test non OK. On exécute le fichier et on obtient test OK. Donc là, si je viens dans ma définition de fonction et qu'à un moment donné, je change l'implémentation pour une raison X ou Y et que je me trompe volontairement, on obtient bien test non OK. Donc là, on voit qu'on a beaucoup simplifié l'interprétation du résultat de nos tests, parce qu'on n'a plus besoin de savoir les données, on n'a plus besoin de connaître les valeurs 26, 22, 20 finalement. Hein. Le test les contient et on voit tout de suite si le test passe ou pas. Hop, tac. Hop. Donc là, on vient d'implémenter notre tout premier test avec un simple if. Donc on voit que c'est très simple d'implémenter un test, c'est un if. C'est ni plus ni moins qu'un if. Maintenant, ce n'est pas très pratique d'avoir le test dans le fichier de code source pour plusieurs raisons. La première, c'est que les tests, on ne va pas vouloir les emmener sur tous les environnements. Typiquement, sur la production et la qualification, on ne va pas vouloir emmener les tests automatiques avec nous. Ça peut très vite complexifier nos fichiers de code source, parce que là, on n'a qu'une méthode, mais forcément, un fichier de code source, en règle générale, en comporte plusieurs, et on n'a aussi qu'un seul test, donc on imagine que ça peut très vite s'allonger, et en termes de maintenance, ce n'est pas recommandé. Donc, on va tout de suite garder la même application, mais on va maintenant passer sur un fichier de code source qui va s'appeler imc2.py. Donc, vous ne voyez pas forcément le titre, mais il contient exactement la même définition de la fonction IMC, et en fait, on va avoir un fichier de test à côté. Donc notre fichier de test est séparé du fichier de code source. Donc là, en Python, la première ligne sert simplement à importer la définition de notre fonctionnalité IMC depuis le fichier IMC2. Et ensuite, on retrouve notre if. Donc si je lance ce fichier-là, on a effectivement le même résultat, à savoir test OK pour un IMC d'1m70, 75 kg, ça fait bien 26. Là, on a appliqué une bonne pratique. Déjà, on a séparé notre fichier de code source et notre fichier de test. Et on a aussi une autre notion, c'est qu'on va pouvoir maintenir ces tests de manière plus aisée dans le temps. Parce que plus ça va aller, plus on va avoir de tests. Et là, le fait de séparer les deux, ça va nous permettre de les maintenir. Là, on a fait un test donc, sur la fonctionnalité IMC. En règle générale, un seul test par fonctionnalité, ce n'est pas suffisant. Typiquement, si je viens dans ma fonctionnalité et que je lui indique je change son implémentation et que je relance mon fichier de test, j'obtiens toujours test OK. Sauf qu'on voit bien qu'ici, on a 2 implémentations de la même fonctionnalité qui valident les tests. Donc forcément, on ne peut pas être sûr, enfin, on n'a pas une grosse confiance dans notre implémentation parce qu'on a un seul test qui nous la valide. Hop. Donc, on va ajouter un second test. Déjà, on va faire ça. Hop. Et donc là, on va venir ajouter notre deuxième if qui va reprendre les valeurs qu'on a vues ensemble tout à l'heure, à savoir 1m90, 80 kg, et que l'IMC est donc bien égal à 22. Donc là, maintenant, si je lance mes tests, hop, j'ai bien 2 fois test OK, j'ai 2 tests qui passent, 2 tests qui valident ma fonctionnalité IMC. Et là, l'avantage, c'est que si quelqu'un vient dans la fonctionnalité changer l'implémentation comme on l'a fait tout à l'heure, et qu'on relance les tests, on va avoir un test qui passe et un test qui ne passe pas. Donc on vient de considérablement améliorer la confiance qu'on a dans l'implémentation de notre fonctionnalité. On n'a plus qu'une implémentation à ce moment-là qui fait passer nos 2 tests. Hop. Voilà. Le souci qu'on peut avoir, donc là on a 2 tests, c'est relativement simple. Et s'il y en a un qui échoue, comme on l'a vu ici, en fait, on sait ici que c'est le deuxième test qui échoue parce qu'on a le premier qui passe et le deuxième qui ne passe pas. Donc quand on a 2 tests, c'est simple. Si on passe un peu à l'échelle et qu'on a 200, 300, 1000 tests, commencer à compter quel est le test qui ne passe pas, ce n'est pas une bonne idée. C'est très vite fatigant. Donc en fait, on va commencer par nommer nos tests. Comme ça, dès qu'il y aura un échec, en fait, on saura exactement quel est le test qui pose problème et on pourra le retrouver plus facilement. Hop. Donc, je continue mon avance rapide. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement déclaré une variable qui contient le nom du test.
Ensuite, on fait notre vérification, donc, qui est le troisième cas de test qu'on avait validé avec le client pour 1m65 et 55 kg. On veut un IMC de 20. Et ensuite, on concatène OK ou non OK au nom du test en fonction de la vérification, si elle fonctionne ou pas. Donc là, on exécute et tout passe. Et on voit que dans le troisième cas, si jamais on avait un non OK, on aurait été en capacité de le retrouver beaucoup plus rapidement, simplement en prenant le nom du test, en le recherchant dans le fichier. Déjà, on aurait gagné beaucoup de temps. Donc, nommer ces tests, c'est important. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait d'éviter de dupliquer du code comme on fait. Là, il nous faut entre 4 et 5 lignes en fonction de la précision qu'on veut faire de nos tests pour ajouter un test. Ce n'est pas forcément efficace et on a pas mal de répétitions. On peut peut-être factoriser un peu tout ça. Donc, on va créer une méthode qui va nous permettre d'ajouter des tests simplement et d'avoir une sortie unifiée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une fois test OK, deux fois test OK, puis la troisième fois un test IMCK 1m65, 55 kg OK, on va avoir quelque chose de beaucoup plus unifié. Alors pour faire ça, hop, j'ai commenté effectivement toutes les sorties standards qu'on avait et on a défini une simple méthode qui s'appelle test auto, qui prend deux paramètres, à savoir non-test et une condition. Si la condition est vérifiée, on va afficher sur la sortie standard le nom du test suivi de OK. Si la condition n'est pas vérifiée, on affichera le nom du test suivi de non OK. Et ensuite, j'ai repris les trois tests qu'on a vus précédemment, à savoir un test IMCK 1m70, 75 kg et les données de test qui nous permettent de faire cette vérification. Donc là, c'est la condition. Est-ce que 26 est bien égal à l'appel de IMC pour 1m70 et 75 kg? Hop, si on relance le fichier de test, on a une sortie unifiée et on est capable, en cas d'échec, de voir tout de suite quel est le test qui pose problème. C'est super, on vient d'écrire notre première suite de tests. Donc une suite de tests, c'est simplement un ensemble de tests qui s'exécutent ensemble. En l'occurrence, ils vérifient tous la même fonctionnalité, mais les suites de tests peuvent vérifier plein de fonctionnalités différentes. Le client revient vers nous, le besoin évolue, et il nous demande d'implémenter la fonctionnalité de corpulence. Alors la fonctionnalité de corpulence, sur le tableau, c'est les couleurs. C'est ce que vous voyez au niveau des couleurs. Donc, le client nous demande toujours que l'utilisateur rentre deux informations, sa taille et son poids, toujours en mètres et en kilos, hein, respectivement, pas de souci. Par contre, au lieu de lui retourner l'indice IMC, qui est un chiffre un peu arbitraire et qui ne donne pas forcément beaucoup d'informations, qu'on ne connaît pas l'aspect corpulence derrière, il nous demande directement de retourner la corpulence de l'utilisateur. Donc, il nous simplifie un petit peu la tâche et il nous indique qu'en fait, tout IMC inférieur à 19 doit retourner une corpulence maigre, tout IMC supérieur à 25 doit retourner une corpulence surpoids. Dans tous les autres cas, il faut retourner une corpulence normale. Donc, c'est relativement simplifié comparé aux couleurs, mais en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que la corpulence normale, c'est toute la partie verte qui est ici. Hop, tac, donc on fait une avance rapide, et dans notre fichier de code source, on va avoir une deuxième fonctionnalité qui va apparaître, qui est la définition de la méthode corpulence. Donc toujours pareil, deux paramètres à cette méthode, la taille, le poids. On commence par calculer l'indice IMC à la ligne 5, et ensuite, en fonction de la valeur de cet indice, on va retourner soit maigre, soit surpoids, soit normal. Donc le elif ici en Python, hein, c'est un elsif, c'est juste la petite notion de syntaxe. Et voilà, on va faire la comparaison sur l'indice de masse corporelle qui est calculé à partir de la fonctionnalité IMC. Hop. Donc là, on n'a pas de test encore sur notre fonctionnalité corpulence, donc on va ajouter des tests, forcément, parce qu'on a vu que c'était bien. Et là, on voit qu'en une ligne de test, en une ligne de code de test, si vous voulez, on a pu ajouter un test automatique. Donc on rappelle effectivement notre méthode test auto. On lui donne toujours un nom de test qu'on essaye le plus précis possible. En l'occurrence, on a fait des choses assez simples. Donc test corpulence normale. Donc on sait qu'on va tester la fonctionnalité corpulence pour une corpulence normale. Et ensuite, on lui donne la condition. Donc on s'attend à recevoir la string normale si j'appelle la fonctionnalité corpulence pour 1m86 et 72 kg. Alors faites-moi confiance, 1m86 et 72 kg. Là, pour le coup, je n'ai pas fait de carré rouge, mais on tombe à peu près par là. Donc on est bien dans le vert, donc c'est logique. Quand on exécute nos tests, on obtient du coup une suite de 4 tests cette fois-ci. On garde l'exécution de nos tests automatiques sur la fonctionnalité IMC et on ajoute des tests automatiques sur la fonctionnalité corpulence. Donc là, on atteint le point qu'évoquait Frédéric, à savoir la non-régression. C'est-à-dire que les tests là s'exécutent vraiment de manière instantanée et en fait, on peut se permettre de réexécuter la totalité des tests vraiment très souvent parce qu'il n'y a aucun coût à le faire. C'est moins d'une seconde. Hop. Du coup, on a vu qu'un test, c'était pas suffisant.
Donc on va ajouter un nouveau test pour notre fonctionnalité corpulence. Hop. Tac. Donc, on va même en ajouter plusieurs. On va ajouter un test sur la corpulence maigre, un test sur la corpulence surpoids, et ensuite on va venir ajouter des tests au cas aux limites. Voilà, donc ça c'est comme quand vous faites des tests manuels, les cas aux limites ici sont assez simples, c'est la frontière où votre logiciel change de comportement. Donc ici avec les ifs on les voit tout de suite, c'est 19 et 25 pour l'indice de masse corporelle. Donc on est venu ajouter quelques tests pour venir voir ce qui se passe au niveau de ces cas aux limites. Bien évidemment, les résultats étant validés avec le client, on s'assure de la véracité de nos tests. Alors, en l'occurrence, notre client nous a fourni un tableau, donc on est capable de le faire seul, mais dans certains cas, il faut valider le résultat avec le client pour être sûr qu'on teste bien la bonne chose. Donc on exécute les tests, et là, vous voyez qu'en assez peu de lignes, on a tout de suite 10 vérifications sur notre logiciel. Et 10 vérifications qu'on peut exécuter autant de fois qu'on veut, ça prend vraiment moins d'une seconde à s'exécuter. Et on voit qu'on a à la fois des tests sur la fonctionnalité IMC et à la fois des tests sur la fonctionnalité corpulence. C'est plutôt pas mal parce que du coup, on va pouvoir garder cette non-régression sur ces deux fonctionnalités tout au long de la vie du logiciel. Et on va pouvoir continuer à améliorer la confiance qu'on a dans le logiciel en ajoutant des tests au fur et à mesure. Frédéric, tu nous fais un petit point sur ce qu'on a vu ? Ouais, merci Julien pour cette première partie. Le point le plus important, effectivement, au début, tu l'as montré, c'est on est passé de test manuel avec un print et en fait, c'est le développeur qui fait la vérification avec un test juste sur la base d'un if. Hein. C'est-à-dire qu'on introduit une condition et avec une simple condition et un simple if, on peut implémenter le premier test automatique. Et je pense que s'il y a une chose à retenir vraiment de ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que comme le plus compliqué, c'est d'écrire le premier test, et que souvent on se met des barrières qui ne sont pas forcément, on va dire, légitimes. On a plein de croyances limitantes en disant les tests automatiques, c'est très compliqué, il va falloir du lotillage, du framework, etc. Maintenant, en fait, on s'aperçoit qu'on prend un code existant, si on est capable d'appeler une méthode et si on est capable de faire un if, on est capable d'implémenter le premier test automatique. Donc ça, c'est le premier aspect qui est assez intéressant. Et puis, dans l'évolution que tu as montré, où on écrit une procédure, on commence à ajouter des noms de tests. Pour ceux qui ont déjà pratiqué des tests automatiques, en fait, vous voyez émerger la notion de framework de test. Alors, on va le montrer un peu plus après. Mais effectivement, à un moment, ça pourrait être intéressant d'être un peu mieux outillé. Toujours est-il que la mise en œuvre de tests automatiques sur un code existant, elle est hyper simple. Une fois qu'on a compris que c'était juste un if, elle est hyper simple. Donc ça, c'était sur le premier cas pratique. Et puis ensuite, on va continuer. On va partir sur déjà de la programmation orientée objet. Et puis ensuite, dans le même temps, on va aussi présenter le premier framework de test. C'est-à-dire que, admettons qu'on a déjà écrit quelques premiers tests comme ça, avec des méthodes, on a fait notre petit truc dans notre coin, et puis on va essayer d'utiliser maintenant des outils prévus pour. Parfait. Du coup, on oublie maintenant notre application IMC. On va complètement changer de domaine. On va partir sur une application, donc, comme le disait Frédéric, qui va être un peu plus orientée objet, donc on va parler un peu de classe et ce genre de choses. Et ça va être une application dont le but, en fait, c'est d'implémenter une caisse. Donc on va parler de prix hors taxe, de prix TTC et de TVA. Hop. Mais dans des limites tout à fait acceptables, je vous rassure. Donc on va avoir plusieurs fichiers dans cette application. Donc le premier, ça va être notre fichier de code source, donc qui s'appelle caisse.py et qui va définir la classe caisse. Donc ça, c'est la définition d'une classe en Python. Et en dessous, on va avoir une méthode d'instance. Donc la première méthode d'instance a été définie avec le client. L'utilisateur va nous rentrer un prix hors taxe, un taux de TVA. Donc un prix hors taxe en euros, un taux de TVA en pourcentage, et le logiciel doit lui retourner un prix TTC. Donc on retrouve une définition de fonction avec juste un petit point un peu technique où le self ici indique que c'est une méthode d'instance. Voilà, c'est le seul point qu'il faut voir. Et ensuite on voit les deux arguments qui sont pris et un retour de la fonction. Ensuite on va avoir notre fichier de test qui va s'appeler test.py.
donc pas plus compliqué que tout à l'heure. Il y a une petite différence sur la première ligne, c'est qu'ici on va importer un framework de test. Donc là, on va importer UnitTest, qui est un framework de test livré de base avec Python, qui est très simple et qui va nous permettre de montrer un petit peu ce qu'est un framework et à quoi ça sert. Ligne 3, on va retrouver une ligne d'import, donc là, from case, donc il va aller chercher dans le fichier case.py qui est juste ici, il va aller chercher l'élément case, donc qui est la classe en entier définie dans le fichier précédent. Ensuite, on va trouver donc là des choses qui sont spécifiques au framework de test qu'on va utiliser, en l'occurrence c'est UnitTest, donc on voit une définition de classe de test, donc c'est une classe de test, elle s'appelle testCase, elle hérite effectivement de UnitTest.testCase, cette fois-ci, les 4 tests. Cet héritage et le fait d'utiliser le framework va nous permettre d'amener des notions qu'on va voir ensemble tout à l'heure et c'est comme ça qu'on les importe en fait. Et dans cette classe de test, on va définir donc en méthode d'instance, toujours avec le self, on va définir nos différents tests. Donc chaque def présent dans la classe de test correspond à un test. Là, le premier test, il s'appelle test PreTTC, donc il va tester la méthode PreTTC qu'on vient de voir juste avant, et on va avoir l'appel à une méthode d'instance qui est héritée d'une test et qui nous permet de faire une vérification. Donc tout ce qui est assertion en langage test, en fait, c'est tout ce qui va être vérification. En l'occurrence, ici, on va faire une vérification de l'égalité entre deux éléments. Par convention, en règle générale, on indique d'abord la valeur attendue, et ensuite on indique la valeur retournée par la méthode qu'on veut tester. Donc là, on va vérifier l'égalité entre 120 € en PreTTC et l'appel à la méthode PreTTC de la classe case, qui est instanciée ici. Donc là, en Python, on ne fait pas new case, on fait juste case. Ça instancie une instance de case sur laquelle on appelle la méthode PreTTC avec deux arguments, 100 € en prix hors taxe et 20% en taux de TVA. Si j'exécute maintenant ce fichier, on obtient une sortie qui est complètement différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on va la regarder ensemble. Donc ça, c'est le framework de test qui nous l'a fourni et qui nous permet d'unifier la sortie. Donc c'est relativement simple. Le premier point ici, ça représente l'exécution d'un test qui s'est bien passé de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème à l'appel de la méthode, il n'y a pas eu de problème sur le retour de la valeur attendue, tout s'est bien déroulé. Ensuite, ici, on a une petite ligne de séparation qui ne sert à rien. Et ensuite, on a la partie résumée, qui est la partie qu'il faut regarder en premier quand on regarde l'exécution d'une suite de tests, parce qu'elle va nous donner pas mal d'informations. Donc là, elle nous dit qu'elle a exécuté un test en 0 secondes et que le résultat global de notre suite de tests, c'est OK. Donc ça veut dire que tous les tests qui sont présents dans notre suite sont passés. C'est normal, ici, on n'en a qu'un et on a vu ici qu'il était bien passé. Donc jusque-là, rien d'incohérent. Maintenant, on voit que les tests, on les lance très souvent. Donc là, on vous fait du live coding avec avance rapide, donc on peut les lancer, etc. Mais en fait, quand on développe, ça peut vite devenir rébarbatif. Donc on a juste développé un petit script avec Frédéric. On va même pas vous le montrer, il faut juste nous faire confiance. Et en fait, ce script, il a un avantage. Si jamais j'arrive à faire un truc joli. Hop. Ce script, il a un avantage, c'est qu'il va surveiller nos deux fichiers qui nous intéressent, à savoir case.py et test.py, et il va nous afficher, à chaque fois qu'il y en a un qui change, il va réexécuter la suite de tests et il va nous l'afficher sur la sortie standard. Voilà, donc quitte à faire les choses, on a automatisé aussi le lancement des tests. Voilà, donc là on a notre test de notre première méthode, et on va faire une avance rapide, parce qu'on a vu qu'un seul test, c'était pas suffisant. Hop. Donc on avance. Là, on va ajouter un second test. Donc on a vu que quand on donnait 100 € hors taxe et une TVA à 20%, on s'attendait à avoir 120 €. Jusque-là, on était d'accord. On va faire un second test pour donner un peu plus confiance dans l'implémentation de notre méthode PreTTC. Et là, on va lui demander de faire la vérification sur 240 € en PreTTC pour 200 € hors taxe et 20% de TVA. Jusque-là, c'est assez logique. Les valeurs sont bonnes. Elles ont été validées avec le client. Si on regarde maintenant l'exécution de nos tests, donc ils sont relancés automatiquement, on voit que le résultat a complètement changé. L'avantage d'avoir une sortie unifiée, c'est que l'œil humain, tout de suite, va repérer qu'il y a quelque chose qui a changé. Il n'y a même pas besoin de lire, on voit qu'il y a quelque chose qui est complètement différent et qui clairement pose problème. Alors, on va regarder ça ensemble. On va prendre sur la partie là, c'est la même chose de toute façon. Donc là, vous avez un point, donc on garde notre point. Donc ça veut dire que le premier test s'exécute toujours bien. Le deuxième test, pour le coup, n'est pas en point, il est en F. Donc F pour failure, on y reviendra un peu plus tard.
C'est une terminologie qui veut juste indiquer qu'il y a eu un souci, et on va expliquer ça un peu plus tard. Ensuite, on va retrouver un mot-clé fail, le nom du test qui pose problème, en l'occurrence c'est test pre-TTC second, donc le fait qu'il soit bien nommé fait qu'on le retrouve rapidement, voilà, on revient sur cette notion-là. Ensuite, on a une trace d'exécution de notre test, on va y revenir, et notre partie résumée. Donc, la partie résumée, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a exécuté 2 tests en 0,011 secondes, et que le résultat global de la suite de tests, c'est failed, et il nous indique le nombre de failures. En l'occurrence, il n'y en a qu'une. Failure égale à 1. Donc si on revient sur la trace d'exécution du test, on va retrouver des informations. Déjà, on va trouver le nom du fichier de test concerné. Ce qui est plutôt pas mal parce que là, on vous fait vraiment une découverte. Donc il y a un fichier de code source, un fichier de test. Imaginez quand vous avez 1000 tests à gérer dans une application, tout n'est pas dans le même fichier. C'est une évidence. Donc vous allez pouvoir organiser vos fichiers de test comme vous organisez vos fichiers de votre application. C'est pour vous permettre de maintenir les tests longtemps. Donc, le fichier test.py, à la ligne 11, toujours dans notre test pre-TTC second, il nous indique la ligne qui pose problème. Donc, on retrouve bien la ligne qui est là. Alors, moi, elle est indentée, mais c'est pas gênant. Et ensuite, il nous indique la raison de l'échec. Donc, un test peut échouer pour 2 raisons. La première, enfin, de 2 manières plutôt. Il peut échouer soit en failure, soit en erreur. Alors, la différence entre une failure et une erreur au niveau des tests, c'est qu'une failure, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur de syntaxe et que toutes les actions ont pu s'exécuter jusqu'au bout, mais que, par exemple, dans notre cas, la vérification qu'on a demandée n'a pas été validée. Ça, c'est une failure. Une erreur, ce serait par exemple, j'écris un test sur une méthode inexistante, il n'arrive pas à accéder à la méthode, et dans ce cas-là, j'aurai une erreur. Une réelle erreur de code de test et pas une erreur de vérification. Et là, du coup, on obtient quoi? On obtient une assertion error. Donc là, c'est pour ça que c'est une failure. C'est que c'est une erreur de type assertion. Et donc là, il nous dit que 240 € en pre-TTC, c'est différent de 220.0. Alors au niveau de la caste, il n'y a pas de souci en Python, il fait la caste automatique. Mais il nous dit qu'effectivement, au lieu que ça soit égal, bah, c'est différent. Donc là, ce qu'on peut conclure, c'est que la partie de gauche étant fixe sur notre vérification, on sait que c'est 240, on peut conclure que la partie de droite retourne 220. C'est ce qu'on peut en conclure. Et donc, qu'on a un souci dans l'implémentation de notre méthode pre-TTC. Hop, donc on sait qu'on doit aller vérifier dans notre méthode pre-TTC et on voit qu'effectivement, l'implémentation n'est pas bonne. Donc on va améliorer ça et on va changer d'implémentation. Effectivement, ligne 3, vous avez l'ancienne implémentation, ligne 4, vous avez la nouvelle. En fait, avant, on retournait le prix hors taxe plus le taux de TVA, et ça marchait bien pour 100 et 20, mais bizarrement, pour 200 et 20, ça ne marche plus. Et en fait, la bonne implémentation, elle est ligne 4, prix hors taxe plus taux de TVA divisé par 100 fois prix hors taxe. À ce moment-là, l'avantage, c'est que juste en exécutant les tests, on sait que la deuxième implémentation, elle est bonne, parce que tous les tests, du coup, passent cette fois-ci, alors qu'avant, il y en avait un qui échouait. Donc on sait qu'on a gagné. Gagné en confiance dans notre code source et qu'on a amélioré l'implémentation. OK. On va ajouter maintenant les cas aux limites, des choses un peu différentes. Donc là, c'est la partie que je saute. Donc je vais juste... Hop. Puis je ne vois plus mon code. Ça devrait passer. Ouais. Donc on va ajouter quelques cas aux limites. Typiquement, on va ajouter un test. En fait, le client nous demande de vérifier que le logiciel fonctionne aussi avec une TVA 0%. En fait, le plus simple, c'est même pas de faire le test à la main, c'est d'écrire un test qui le vérifie. Donc là, on a écrit un test qui vérifie que si j'ai une TVA à 0%, mon prix hors taxe est égal à mon prix TTC. Si on exécute les tests, hop, on regarde l'exécution automatique et on voit qu'on est passé à 3 tests et que la suite globale, enfin le résultat global de notre suite de tests, c'est OK. Donc on n'a même pas à réfléchir à comment on va implémenter la nouvelle fonctionnalité. En l'occurrence, notre code source y répond déjà. Beaucoup auraient commencé par regarder finalement le code source et auraient commencé à faire un if. Si mon taux de TVA est à 0%, je retourne le prix hors taxe. Ce qui finalement aurait été inutile, voire même aurait pu entraîner des conséquences autres qui n'auraient pas été mesurées. Donc ça, c'est aussi l'avantage des tests, c'est quand on vous demande de vérifier un cas, vous pouvez le faire très rapidement. Hop, on continue à avancer. Et là, le client nous demande d'implémenter 2 autres fonctionnalités, à savoir le calcul d'un prix hors taxe à partir de 2 arguments et le calcul de la valeur en euros de la TVA à partir aussi de 2 arguments. Voilà, donc on va ajouter automatiquement nos 2 méthodes. Donc on a 2 nouvelles méthodes, prix hors taxe
calcul TVA, et hop, on a ajouté pas mal de tests associés, voilà, à ces deux méthodes. Donc, on va exécuter maintenant, on va vérifier l'exécution, et là, on peut directement regarder donc, la partie, on va dire résumé, on voit maintenant on a 20 tests, et que l'exécution de ces 20 tests, c'est toujours 0,010 secondes. Donc en termes de coût, on est vraiment très très négligeable. Donc là, on a 3 méthodes dans une classe, et on a 20 tests. Maintenant, imaginez à l'échelle de vos projets, vous n'avez pas une classe, vous n'avez pas 3 méthodes, donc imaginez à quel point les tests, ça peut monter vite en termes de nombre, et donc il n'est pas rare, et c'est des cas vécus, d'arriver sur des applications avec 1500 tests. C'est vraiment pas des cas rares. Frédéric, je te laisse conclure. Ouais, merci Julien pour cette seconde partie. Sur cette seconde partie, on est rentré sur un cas qui est finalement plus le cas qu'on voit au quotidien, une programmation orientée objet, et puis du framework de test automatique. Donc là, pour récapituler un peu, on a voulu essayer de faire un peu l'anatomie d'un test automatique pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'un framework, on peut avoir un mode un peu en 4x4, hein, c'est-à-dire écrire des tests qui passent partout, tout le temps, et pour ça, il suffit de pouvoir appeler une procédure et faire un if, et puis de montrer que en fait, ces frameworks de tests, c'est pas des outils très compliqués. On fait un nommage, on fait une règle de nommage, on met en place une procédure, et puis on peut créer aussi une test automatique. Juste avant de prendre les questions, si je dis ça juste avant de prendre les questions, c'est que vous commenciez à préparer intellectuellement les questions. Donc juste avant de prendre les questions, petite précision, il y a parmi les craintes à commencer à faire du test automatique, il y a la crainte qu'il y en a de trop à faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette crainte que, oui, mais j'ai un énorme historique, et donc du coup, ça va servir à quoi d'écrire un seul test? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que bien entendu, quand on a un historique très 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 important, eh bien, en fait, il y a des fonctionnalités qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des fonctionnalités qui sont critiques. Et comme notre logiciel a un vécu, on connaît ces fonctionnalités-là. Donc déjà, si on doit mettre un premier test quelque part, allons le mettre sur la fonctionnalité critique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'un test automatique, c'est très 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 supérieur à 0 test automatique. Et qu'en fait, il n'y a pas d'exhaustivité dans les tests, que les tests soient automatiques ou les tests manuels, l'exhaustivité n'existe pas. Et donc après, il faut choisir le curseur, c'est-à-dire savoir combien de tests automatiques on va faire. Mais bien entendu, dès qu'on en aura fait un, on aura des bénéfices à ce test-là. Et d'ailleurs, je pense que ça va peut-être rejoindre des questions sur l'arbitrage entre les différents tests BDD, TDD. On ne pourra pas tout expliquer dans le détail parce qu'on ne va pas avoir assez de temps. Si on veut partir sur l'explication du TDD ou du BDD dans le détail, il nous faudra encore des heures. Mais au moins, on peut répondre à ces questions sur, si vous le souhaitez, les proportions, les stratégies, comment est-ce qu'on implémente ça, comment est-ce qu'on commence, etc. Donc, on va prendre les questions. On vous a endormi. Ça, c'est le principe du live coding. Hein. On en a perdu la moitié. Ils sont en train de dire pourquoi ils m'ont parlé. Mais pourquoi ils m'ont parlé d'IMC, de TVA? C'était quoi le but? Ah, il y a une question, Là, mon exemple est volontairement sur des calculs qui sont simples. Mon interrogation, c'est de me dire si on travaille sur des algos qui sont complexes, avec des données qui sont complexes, est-ce qu'on risque pas d'avoir un travail d'écriture des tests, uniquement des tests, un algo très simple d'un côté qui travaille sur des données complexes, et est-ce qu'on risque pas d'avoir une implémentation des tests qui va devenir pharaonique? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si tu as entendu, Frédéric, si tu veux compléter. Ah, il faut que tu la répètes. Ah, il faut que je la répète. Donc, si on a... Alors, je reprends. Si on a un code source avec un algorithme relativement simple, mais des données complexes qu'on fait passer dans cet algorithme, est-ce que le travail d'écriture des tests ne va pas être pharaonique? Je te laisse déjà faire ta réponse, toi. Voilà. Mais je préfère que tu entendes parce qu'après, tu vas rajouter.
En fait, il y a déjà plusieurs notions. Écrire des tests après, c'est compliqué. Dans certains cas, comme tu l'évoques, par exemple celui-ci. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que forcément, l'effort pour le faire va être supérieur à, par exemple, effectivement, des pratiques de TDD ou de test first déjà, où là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le code source qu'on va écrire, vu qu'on aura déjà écrit le test, en fait, il sera testable. Enfin, par expérience, il nous est déjà arrivé de tomber dans des cas où des logiciels qui n'avaient pas eu les tests avant le code source avaient un code source qui devenait difficilement testable, en fait, et avec un investissement qui, du coup, demandait vraiment beaucoup de temps. C'est des vraies notions. Après, la question aussi qui est derrière, c'est, du coup, normalement, toute fonctionnalité doit être simple à comprendre en elle-même, en soi, si on la découpe suffisamment. Donc, normalement, le test à associer va avec. Mais après, effectivement, ça dépend beaucoup du contexte et beaucoup des éléments. Il y a tous les principes de mock aussi qu'on peut utiliser dans des cas où les données, par exemple, viendraient d'une API externe ou ce genre de choses. C'est vraiment des choses qui permettent de tester la plupart des cas quand même. J'ai rarement vu un cas où je me suis dit là c'est impossible à tester ou alors après c'est une stratégie de test, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné si on considère que le coût par rapport au risque, parce que c'est pareil, si on fait un logiciel pour l'aviation, bah, ça vaut le coup d'investir quand même dans les tests. Si on fait un logiciel de calcul d'IMC, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça c'est ce qu'on appelle la stratégie de test. Et donc ça c'est aussi très dépendant du contexte. Je te laisse ajouter Frédéric. Oui, effectivement, on n'a pas du tout abordé la question des données de test et c'est une question qui est très intéressante parce que où sont nos vraies données? Est-ce qu'on a un environnement de production? Est-ce qu'on a un environnement de pré-production qui est ISO à l'environnement de production? Est-ce qu'on peut avoir facilement des extractions de données de test, etc. Alors, il y a plusieurs stratégies. Premièrement, tester avec des données qui ne sont pas les vraies données de prod. Donc, c'est une manière de simplifier la problématique. Moi, je pose néanmoins la question, si j'ai des problèmes pour tester, parce que mes données, c'est complexe, automatiquement, est-ce que je ne vais pas rencontrer les mêmes problèmes à tester manuellement avec ces données complexes? Et ça, c'est une question qui me travaille parce que si c'est complexe à se tester automatiquement et manuellement du fait des données de test, c'est-à-dire qu'à un moment, on renonce à faire des tests. Et ça, c'est peut-être un petit peu dangereux, quoi. Donc, voici quelques éléments de réponse. Mais oui, dès qu'on va monter en volumétrie de test, va se poser la question des données et des jeux de données de test. Est-ce qu'on a répondu à cette question-là? Ouais, très clair, merci Frédéric. Très clair. Et c'est vrai que des fois on essaie en amont de tout prévoir quand on écrit la spécification, on essaie d'imaginer tous les cas à tester, mais en réalité quand on arrive sur des données, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé. Et on en fait beaucoup, on écrit les tests, moi souvent j'écris la documentation avant, parce que je fais pas de test. C'était peut-être un petit peu similaire, mais après on est confronté à la réalité quand on arrive sur les vraies données des clients, et c'est les utilisateurs qui, eux, connaissent les résultats, font des tests en fait. Et moi jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai confié beaucoup mes tests à des utilisateurs, après en avoir fait beaucoup de mon côté, mais la réalité du terrain nous montre que derrière, on découvre plein de tests qu'on réintègre après dans les tests qu'on doit dans notre code. Alors, plein de choses intéressantes. Déjà, pour commencer, effectivement, le complément de question, il y a la notion, on pense à plein de cas de tests, on essaye de penser à plein de cas de tests, et il y en a qu'on découvre. Alors ça, j'ai des éléments de réponse par rapport à ça. Et ensuite, un autre aspect super intéressant, c'est que effectivement, les tests utilisateurs apportent des cas auxquels on ne pense jamais en tant que développeur. C'est normal parce qu'on n'est pas dans le même contexte que les utilisateurs. Vas-y, je te laisse commencer. Fais ta réponse, je fais la première, tu feras la deuxième. Alors sur la partie, les cas auxquels on ne pense pas, en fait, il y a des choses très intéressantes au niveau des tests automatiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Faker. Non, ça ne parle pas? Si. Donc en fait, Faker, c'est simplement une petite librairie
qui va s'amuser à générer de la donnée complètement aléatoire. Et l'avantage de ce... Alors, pour l'avoir vécu sur un projet il n'y a pas très longtemps, l'avantage de ce genre de librairie, c'est que déjà, elles sont très configurables. Donc ça permet vraiment d'avoir des cas de test aléatoires sur des données réalistes. Donc, au point où on peut configurer la langue pour savoir si notre utilisateur est plutôt français ou anglais, et donc avoir des accents quand c'est du français et pas quand on est en anglais, par exemple. C'est un cas de test qui est tout à fait... c'est un des cas de test auxquels il faut penser quand on développe. Mais il y en a bien d'autres. Moi, j'ai vu des cas, par exemple, de tri de PHP et de PostgreSQL différents en fonction, sur une même donnée. Mais des tris qui ressortaient des résultats différents et des choses qui étaient complètement inanticipables et que le seul moyen de tester, c'était de faire le test avec une string identique, une qui était suivie d'un espace et l'autre suivie d'un A, par exemple. Et c'est ce genre de cas que Faker arrive à remonter. Et en fait, on obtient des suites de tests qui vont passer de manière aléatoire. Et à ce moment-là, ça nous met tout de suite la puce à l'oreille. Et il faut absolument récupérer ces datas de tests qui ont été utilisés parce que ça devient des cas aux limites de notre logiciel, des cas où effectivement, alors peu importe le nom qu'on met derrière, est-ce que c'est un bug, quelque chose de pas anticipé ou ce genre de choses, mais en tout cas ça nous prouve qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un cas auquel on n'a pas pensé. Donc voilà, sur la partie penser à tout, c'est impossible. Penser au maximum, c'est déjà bien. Et après, effectivement, on peut avoir des logiciels qui nous permettent d'exécuter. Plus on exécutera les tests, plus on aura passé de cas différents, et donc indirectement, plus on aura de confiance dans ces tests et dans notre code source, automatiquement. Voilà. Et donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ça c'est la réponse à la première question. Et donc il y a la réponse à la deuxième question. C'est à chaque fois que je vais voir les utilisateurs, ils m'apportent des informations auxquelles je n'avais pas pensé. Et alors là, du coup, on va clarifier la chose. C'est ça l'agilité. C'est la raison d'être de l'agilité. On est passé de méthodes anciennes où on considérait qu'on était capable de prédire l'avenir, prédire les réactions des utilisateurs, de développer pendant 2 ans sans rencontrer les utilisateurs, et puis un bon jour aller livrer un logiciel et tatam, ça marche parfaitement. Non, je rigole. Ça a toujours été des catastrophes quand on a fait comme ça. Et donc, bien entendu, à partir du moment où on sait que chaque nouvelle fonctionnalité mise dans les mains des utilisateurs va faire émerger des choses qu'on ne pouvait pas anticiper, à partir du moment où on a accepté qu'on n'était pas capable de prédire l'avenir et qu'on n'était pas capable de prédire toutes les réactions des utilisateurs, eh bien, il va falloir trouver des moyens pour gérer cette incertitude. Et c'est vraiment le cœur de l'agilité. Donc, dit autrement, l'agilité, c'est pas les points de vélocité, c'est pas les sprints, c'est pas Scrum et c'est pas les Scrum Masters. D'accord, ça on va mettre de côté. L'agilité, c'est vraiment, on est dans un monde incertain, donc on va livrer quelque chose à des utilisateurs et on va avoir un feedback. Et il faut pouvoir l'intégrer. Alors, qu'est-ce que ça suppose, ça? Eh bien déjà, c'est-à-dire qu'il va falloir livrer le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'on fait pour livrer le plus rapidement possible sans renier sur la qualité? Et d'ailleurs, on livre très rapidement en faisant des tests automatiques. Eh bien, tout simplement en découpant très finement. Et donc, il y a une notion qui est fondamentale dans l'agilité, c'est de découper un tout petit incrément pour aller le livrer auprès des utilisateurs. Et pourquoi est-ce qu'on livre? C'est pas uniquement pour délivrer de la valeur, c'est aussi pour découvrir les réactions des utilisateurs. Et ces réactions vont nous servir de point d'entrée pour nos futurs développements. Et donc, c'est une boucle. C'est-à-dire, je développe, je livre, je prends les retours, je développe, je livre, je prends les retours qui me servent à développer la fois suivante. C'est une boucle. Et cette boucle, ça s'appelle une itération. C'est un processus de découverte et d'apprentissage en livrant des fonctionnalités. Et donc, bien entendu, comme à chaque fois qu'on va faire tourner la boucle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va livrer quelque chose, on va apprendre quelque chose sur notre besoin, on a besoin de livrer très souvent. Donc, il va falloir que notre livraison, elle soit gratuite. Il faut qu'on puisse livrer tous les jours. On ne peut pas avoir un processus de livraison lourd, complexe, administratif. Et donc, comme on doit livrer tous les jours, ça justifie l'intégration continue, le déploiement continu et les tests automatisés. La boucle est bouclée. C'est-à-dire que je fais des tests automatisés pour pouvoir livrer tous les jours à mes utilisateurs et recueillir tous les jours du feedback des utilisateurs.
Ça, c'est le premier aspect, c'est le point central. Découper très finement, livrer très rapidement, recueillir les besoins des utilisateurs, non pas en amont, mais après avoir livré. Pour être tout à fait provoquant, arrêtez de spécifier, développer, livrer, spécifier, développer. Alors les gens sont très choqués avec ça, mais comme c'est une boucle, on peut commencer par n'importe quoi. Vous livrez un Hello World, vous allez voir vos utilisateurs et vous prenez leur retour. Ils vont dire c'est pas du tout ce qu'on veut. Bon, on s'en doutait un peu, mais c'est pas grave parce qu'on a commencé à boucler. Donc à partir du moment où c'est une boucle, il n'y a pas de début. Et c'est très perturbant, mais il n'y a pas de début. Livrer la fonctionnalité va servir à faire les specs, qui va servir à développer. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est du coup qui fait les specs et qui fournit les données de test. Et bien là encore, si c'est un intermédiaire qui a parlé à un intermédiaire, qui a parlé à un intermédiaire, qui a parlé à un intermédiaire, qui est en contact avec les utilisateurs finaux, on va avoir un vrai problème. D'où l'intérêt d'aller au plus proche du terrain, c'est-à-dire rapprocher les développeurs des utilisateurs le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, c'est dès les premiers jours, d'accord, permettre à ce que ces deux communautés se parlent directement, d'accord, pour aller chercher de l'information fiable. L'information fiable ne vient pas dans de la documentation écrite, d'accord. Si je dis une émorce connerie et que je la mets sur le papier, c'est une connerie qui a été écrite. C'est pas parce que c'est écrit sur un papier que c'est plus intelligent que le fait de l'avoir dit. L'information fiable, elle va quand on va sur le terrain, c'est-à-dire quand on va à la rencontre des utilisateurs. Et toutes les notions qu'on va trouver de MVP, de POC, de bêta-test, toutes ces notions-là, c'est juste raccourcir le temps pour aller le plus rapidement possible sur le terrain pour recueillir de l'information. Et les tests automatiques vont nous permettre de faire ça. Et c'est un véritable enjeu, c'est que les tests automatiques nous permettent d'itérer très souvent. Voilà. Merci pour cette question qui a permis de recentrer le débat sur ce qu'est l'agilité. On en a un grand besoin en notre période actuelle. Parfait. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut aller trop loin dans les tests? Oui. Oui, ça s'appelle la surqualité. C'est rare, mais ça arrive. Non, en fait, comme l'a dit Frédéric, il n'y a pas d'exhaustivité. Ce qui compte, alors, ma réponse va partir d'un principe, c'est que c'est du développement en équipe, déjà. Faut savoir qu'en fait, quand on développe en équipe, il y a deux cas possibles. C'est-à-dire que l'équipe se met d'accord sur une stratégie de test et la respecte. Ça, c'est le cas idéal. Et parfois, il y a des cas où les équipes sont un peu moins matures, ou en train de découvrir, ou voilà, où des personnes ont moins envie de faire de tests. Et là, on va avoir des cas différents où effectivement, on va avoir de temps en temps beaucoup de tests et sur certaines fonctionnalités, et d'autres fonctionnalités où il y aura zéro test. C'est des cas assez ambigus et qui sont assez problématiques parce qu'en fait, tout code, comme l'a dit Frédéric, qui n'est pas testé, devient du legacy code automatiquement. Donc là, on aurait un logiciel qui serait vraiment entre les deux. Le cas de on va dire la surcharge de tests ou qu'il y ait trop de tests, je ne l'ai jamais rencontré dans le sens où en fait, faut d'abord définir sa stratégie de test. Et donc, typiquement, moi, ce que je dis souvent, c'est à minimum 2 tests sur une fonctionnalité, ce qu'on a vu avec le problème de l'IMC, etc., de la double implémentation qui répondait aux tests. Ça, c'est le minimum. Tous les cas aux limites et au moins 2 cas standards. Donc, ce qui fait qu'au minimum, on a un certain nombre de tests. Après, les développeurs ne vont pas faire des tests pour faire des tests. Par contre, on peut avoir des cas tout à fait plausibles, comme on l'a vu dans la démonstration avec la TVA à 0%, qui est un cas, qui est une question du client, qui pense que c'est une nouvelle fonctionnalité, parce que lui, de son point de vue, il nous a demandé de faire le calcul d'un prix hors taxe avec une TVA. Donc, s'il nous dit « Ah oui, et en fait, je voudrais maintenant mettre la TVA à 0% pour les auto-entrepreneurs, par exemple. » En tout cas, à l'époque, ça fonctionnait. Pour lui, c'est une nouvelle fonctionnalité. Pour nous, c'est un test à écrire. Et là, du coup, on a ajouté effectivement plus que la stratégie de test, mais cette information est très importante, parce qu'en fait, elle nous indique que le logiciel est capable de fonctionner dans ce cas un peu ambigu d'une TVA à 0%. Donc, est-ce qu'on peut aller trop loin? C'est très rare. Franchement, le jour où on doit se dire qu'on va trop loin,
C'est plutôt un jour où on est bien, hein, parce que ça veut dire qu'on est déjà bien ancré dans les tests. Maintenant, je ne peux pas dire que ça n'arrive jamais, mais voilà, franchement, c'est très peu vécu, en tout cas de mon côté. Frédéric? Ouais, en complément, effectivement, on rencontre quand même beaucoup plus d'équipes qui disent qu'il faut tout redévelopper parce qu'ils ne sont pas capables de rejouer les tests automatiques parce qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est quand même la situation beaucoup plus courante où tout le monde a peur de faire le legacy. Et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a suffisamment de tests ou pas, essayons de nous rappeler la finalité des tests automatiques. La première finalité, c'est d'éviter des régressions. Donc, première question, est-ce que sur mon projet, j'ai des régressions ou pas? Alors, je rappelle quand même que pour détecter les régressions, il faut tester. D'accord? Parce que si vous n'avez pas de test, si vous attendez juste qu'on vous remonte des choses de prod et que la prod est très lointaine, peut-être qu'il y a des régressions, mais vous ne le savez pas. Donc, en fait, déjà, la première question, c'est est-ce qu'il y a des régressions sur mon code? S'il y a régulièrement des régressions et que ça pose problème, c'est qu'il n'y a pas assez de tests. Si les régressions ne sont pas un problème, déjà, c'est plutôt un bon indice qu'il y a suffisamment de tests. Le deuxième indice qui, pour moi, est extrêmement important, c'est la confiance que les développeurs ont dans le fait de faire des mises à jour dans le logiciel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître cette confiance-là? Eh bien, tout simplement, on leur demande un niveau de confiance, on va dire typiquement de 1 à 10, quelle est votre confiance quand on met des mises en production sur le fait qu'il n'y ait pas de régression? Vous allez me dire, mais c'est complètement subjectif. Oui, mais c'est exactement la même échelle que pour mesurer la douleur dans un hôpital. Sur 1 à 10, quel est votre niveau de douleur? Et donc, là, si l'équipe a très confiance sur le fait que les mises en production ne veulent pas entraîner de régression, alors c'est plutôt un indice qu'on a suffisamment de tests. Si au contraire, l'équipe est terrorisée à l'idée de faire des mises à jour du logiciel parce qu'ils ont peur de tout casser, c'est qu'on n'a pas suffisamment de tests. Autre indice qui nous dit si on a suffisamment de tests ou pas, est-ce que le fait de réexécuter les tests justifie de retarder les mises en production? C'est-à-dire, ah non, mais là, on va attendre qu'il y ait plus de fonctionnalités pour faire la mise en production. À chaque fois qu'on va attendre des reports de mise en production parce qu'il va falloir refaire les tests, parce qu'une mise en production c'est compliqué, parce qu'une mise en production c'est risqué, c'est qu'on n'a pas assez automatisé. À l'inverse, une équipe qui a confiance, qui peut faire des mises en production tous les jours, ça veut plutôt dire que les tests sont suffisants. Donc grosso modo, si l'équipe fait des mises en production tous les jours pour un oui ou pour un non, sans aucune crainte, et que la mise en production et la mise à jour du logiciel est devenue un non-événement absolu, alors il y a suffisamment de tests. Tant qu'on n'est pas à cet état-là, a priori, il faut l'accroître. Ça répond à la question. D'autres questions? Une autre question? Vous avez abordé plusieurs fois TDD, BDD, c'est quoi? Quoi qu'est-ce? Alors, quoi qu'est-ce de TDD, BDD? Ok, TDD, développement piloté par les tests. Là, en fait, on vous a montré un truc très très moche, à savoir qu'on a fait les tests après avoir écrit le code. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça dans le cadre de cette démonstration? C'est qu'on a bien conscience que souvent, quand on commence à en faire et quand on a des projets qui existent déjà, c'est plutôt ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. En fait, la bonne manière de faire, c'est d'écrire le test avant d'écrire la fonctionnalité. Alors là, conceptuellement, on vient de se faire un petit bond en avant. C'est-à-dire qu'on va tester qu'une ampoule fonctionne avant d'avoir installé une ampoule. C'est toujours un peu compliqué à comprendre, mais en fait, c'est très simple. Hein. Vous écrivez votre fonctionnalité qui appelle le taux de TVA avec le prix TTC, le prix hors taxe et puis le prix TTC. Vous connaissez le résultat. Donc, vous pouvez écrire le test avant d'écrire la fonctionnalité. Bien entendu, quand vous allez écrire ce test-là, il va planter. C'est une évidence puisque la fonctionnalité n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'apporte la TDD? Eh bien, déjà, on va partir de nos spécifications, de user story par exemple, et de cette user story, on va commencer à écrire télétests sans écrire le code. Il y a deux conséquences majeures à ça, qui sont extrêmement bénéfiques. La première, c'est que comme on écrit les tests avant d'écrire le code, on a la certitude que les tests vont être écrits.
Parce que forcément, si j'écris une fonctionnalité que je pars manger, ou que le téléphone sonne, en revenant, je ne vais pas écrire mon test. Il y aura plein de tests qui ne vont pas être écrits. Donc quand j'écris mes tests avant d'écrire mon code, j'ai la certitude que, que mes tests vont être écrits. Voilà. Le deuxième avantage majeur de la TDD, c'est qu'en fait, on va écrire des tests qui, par nature, sont orientés vers les fonctionnalités. Donc on va écrire un test qui va vérifier que le prix TTC est bien calculé. Et donc, comme on va découper très finement des tests qui sont orientés en termes fonctionnels, et qu'on va écrire le code source pour répondre à ces tests-là, c'est-à-dire qu'on va aboutir à un code avec une granularité très très fine qui répond à un besoin fonctionnel précis. Et quand je vous dis code découpé très finement qui répond à un besoin fonctionnel précis, bah, tout de suite, on pense à une API. C'est exactement ça, c'est une API. Et donc, en faisant du TDD, en pratiquant le TDD, on va arriver, grosso modo, à développer du code qui va être structuré comme des API. Et on va éviter des anciennes mauvaises pratiques qu'on a pu avoir au siècle passé, c'est-à-dire les grosses méthodes techniques qui font 40 choses d'un point de vue fonctionnel et qui ont été faites par et pour le développeur. C'est-à-dire un code source qui est orienté vers la technique et un code source qui n'est pas orienté vers le fonctionnel. Alors si on veut que le code source soit facilement compréhensible, il faut bien entendu qu'il soit orienté fonctionnel. Donc avantage du TDD, on est sûr que les tests existent et en plus ça va améliorer la qualité d'écriture de notre code avec des fonctionnalités très finement découpées et orientées en termes métiers, en termes fonctionnels et pas techniques. Je ne sais pas si j'avais des choses à préciser. Ouais, sur ce point-là, sur le TDD, il y a un exercice qui est marrant en fait quand on arrive. Alors déjà, on arrive à un niveau de maturité au niveau des tests automatiques qui est intéressant, et ensuite on peut même aller pousser ce niveau de maturité parce qu'on parlait de l'exhaustivité, en tout cas de la suffisance du nombre de tests ou ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé dans certaines équipes qui étaient vraiment matures de demander à ce que tant qu'il n'y a pas un test qui échoue, on n'a pas le droit d'écrire une seule ligne de code. En fait, la raison est toute simple, c'est que si on veut être sûr que notre logiciel est testé et vraiment bien testé, il faut avoir une certaine couverture de nos tests sur le code source, et plutôt que de la mesurer, en fait, il faut juste la pratiquer. C'est-à-dire que vous enlevez une ligne de code source, vous devez avoir automatiquement un test qui échoue minimum. Et si vous voulez ajouter du code source, alors dans ce cas-là, il faut commencer par ajouter un test qui échoue. Sinon, effectivement, on se retrouve très vite avec un système, comme le disait Frédéric, avec une ligne inutile en plein milieu du code source, avec du code mort, avec des choses qui fonctionnent d'un point de vue utilisateur, mais le jour où on les enlèvera, pour une raison X ou Y, comme tout à l'heure, quand je vous ai montré, je suis venu changer l'implémentation un peu au hasard, il faut que ça soit quelque chose qui parle à travers les tests. Ça permet d'avoir une telle confiance qu'effectivement, derrière, on peut faire des mises en production vraiment tout le temps. Et ça, c'est vraiment super important. Et sur l'autre aspect du BDD, du coup, donc le TDD, c'est Test Driven Development, et BDD, c'est Behavior Driven Development. Là, ça va être plus des notions. Alors, le BDD est souvent associé en fait, à tout ce qui est Gherkin et langage en fait, qui permettent de mieux faire comprendre le métier et le développeur. En soi, à la base, le BDD, c'est pas quelque chose qui est orienté sur les tests, c'est plus quelque chose qui est orienté sur la collaboration. Et de là est né tout ce qui est Gherkin et Cucumber, qui sont en fait, des frameworks de tests, des cadres en fait, qui vous permettent, par exemple, de discuter avec le client en donnant des termes clés. Étant donné, enfin, c'est pas étant donné, c'est en tant que, quand je veux, alors j'ai, par exemple. Donc la personne, en écrivant ses tests de cette manière-là, de manière, on va dire, avec les mots-clés qui sont respectés, ça permet ensuite aux développeurs de développer un code qui va interpréter le langage naturel qu'a utilisé le client pour exécuter des tests automatiques. Voilà. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt. Et là, on arrive sur la notion de test d'acceptance, à savoir que le client doit nous donner en fait la suite de tests à exécuter, et si cette suite de tests passe, c'est que le client considère que le logiciel répond bien à la fonctionnalité qu'il a demandé. Ce qui est encore aussi un autre cas, et où il faut aussi éduquer, il y a toute une notion d'éducation, de partage et de réalisation, enfin d'écriture de tests finalement à plusieurs mains, ensemble, pour améliorer le fonctionnel du logiciel et être sûr qu'il répond bien au fonctionnel, qu'on est tous d'accord sur ce sur quoi ça répond. Voilà, pour faire relativement simple. Sinon, on pourrait faire 3 heures. Mais...
précision sur le BDD, effectivement, il y a des choses qui sont oubliées. Quand on parle de user story, souvent on parle d'un formalisme. Et la user story, à l'origine, c'est une collaboration entre le métier et les devs. Et effectivement, le BDD remet au centre cette collaboration en disant on va écrire des spécifications en langage naturel, donc en français, le plus simple qui soit complètement orienté métier. Donc on fait complètement abstraction de la technique. L'avantage du BDD, effectivement, comme disait Julien, avec des langages comme Gherkin, c'est qu'on va lier informatiquement ces spécifications aux tests automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a un lien informatique entre nos specs, notre test, et donc, du coup, notre code. Donc, nos specs, notre test et notre code sont toujours alignés. Ça me semble assez novateur. Si vous avez des specs dans Word, on prend le pari que vous voulez, que vos specs ne sont pas alignés avec le code source. C'est la maladie du siècle. C'est-à-dire qu'on a des specs qui sont dans un document Word et il y a le code et forcément ça diverge. Forcément ça diverge. Il faut juste attendre un petit peu, ça va diverger. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc il y a quelque chose qui va être mis à jour, pas l'autre. La vérité, hein, c'est le code source, hein, c'est pas le spec, on est bien d'accord. Et là par contre, ça nous permet, grâce au BDD, grâce à Gherkin, d'avoir un lien informatique entre la spec, les tests automatiques et le code. Et donc du coup, on sait que tout est toujours aligné en permanence. Et du coup, on a du code pérenne, on a des specs pérennes, on est capable de relire toutes les specs et ça correspond au logiciel tel qu'il fonctionne. C'est quand même assez novateur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va closer, il est 19h55, il est temps pour nous de finir et de remercier Merci l'Assemblée. beaucoup. Merci. Merci.